une société qui politiquement est organisée sous la forme d'une entité que l'on appelle l'État. Cette structure politique n'est pas évidente. En effet, les premiers États, les proto-États, apparaissent il y a de cela 3000 ans, en particulier au Proche-Orient, en Égypte, et puis bientôt en Mésopotamie. Pour pouvoir fonctionner, ces États nécessitent la naissance d'un certain nombre d'institutions et de droits que l'on va appeler plus tard des droits régaliens. Ceux qui concernent l'organisation par l'État justement de la défense d'un territoire, ensuite la justice, le maintien de l'ordre, les relations avec les voisins, ce qui a donné lieu à l'époque contemporaine à ce que l'on appelle le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, et enfin, en dernier lieu, l'organisation de finances publiques. Alors, la question est de savoir si ce terme, si cette notion n'est pas anachronique. Et ce que l'on peut mettre sous la notion de finances publiques dans les États anciens. À Athènes, qui est une cité qui a laissé beaucoup plus que les autres États du monde grec des traces sous de formes diverses, des traces littéraires, des traces épigraphiques, des traces archéologiques, numismatiques et autres, des contes aussi. Eh bien, à Athènes, un budget a dû être mis au point de telle manière que les revenus de l'État et ses dépenses soient équilibrés pour éviter la faillite. Ce sera le sujet d'aujourd'hui, donc les finances publiques à Athènes pour la période que l'on connaît le mieux, c'est-à-dire au 5e et 4e siècle avant notre ère. Un certain nombre de questions se posent d'emblée. Première question, c'est la question de savoir quels sont les besoins de l'État qu'il va falloir couvrir par des revenus. Donc c'est le problème des dépenses qui se pose d'abord. Ensuite, quelles solutions l'État athénien apporte-t-il pour répondre à tous ces besoins? Autrement dit, quelles sont soit les décisions politiques, soit les revenus qui peuvent entrer dans les caisses de l'État pour satisfaire les besoins de l'État et des citoyens. Il y a aussi la question de savoir qui va payer. Qui va payer? Les nations ou les peuples qui ont été assujettis ou vassalisés, les étrangers qui habitent sur le sol d'Athènes, les citoyens eux-mêmes, et parmi les citoyens, dans quelle mesure vont contribuer les riches et les pauvres.
ce qui est intéressant de noter du point de vue anthropologique, du point de vue social, si vous voulez, c'est que pour éviter que des révoltes se produisent, pour éviter que cette entité politique qu'est l'État athénien n'explose, il faut bien sûr qu'il y ait un consensus qui s'établisse entre les citoyens de telle manière qu'il n'y ait pas d'explosion sociale. Voilà, c'est donc la tâche à laquelle je vais m'adonner ce matin. On va commencer tout d'abord par les besoins de l'État en termes de dépenses. Quels sont les besoins de l'État athénien? Tout d'abord, il y a des dépenses civiques qui, dans une société antique, et plus particulièrement dans la société grecque, doivent être atteints. Parmi ces besoins, on trouve tout d'abord la nécessité de pouvoir effectuer un certain nombre de sacrifices dans le cadre de la religion polyade, de la religion de la cité, de telle manière que les dieux soient apaisés. À côté de ces sacrifices, et toujours dans le domaine religieux, même si le distinguo que je formule ici est anachronique, parce que pour les Grecs, il n'y a pas de distinction à faire entre la religion et la politique, ça n'a pas de lieu d'être à Athènes, comme dans beaucoup de sociétés, par ailleurs, que nous avons étudiées ou que nous étudierons dans l'avenir. Il y a aussi la construction de bâtiments publics, et plus particulièrement de sanctuaires, qui sont des bâtiments publics. Alors qu'à l'heure actuelle, la construction de bâtiments de culte, en Belgique ou en France, ne sont plus des bâtiments publics. On est bien d'accord, depuis qu'il y a en France, depuis 1905, la séparation de l'Église et de l'État, et en Belgique, la même chose. Enfin, c'est pas la même chose. Enfin, là, j'y reviendrai peut-être une autre fois, puisque nous vivons sous le régime concordataire et que la situation n'est pas tout à fait la même. Donc je prends plutôt ici le cas de la France, où là c'est tout à fait différent d'Athènes, de la France actuelle. Donc il y a tout d'abord ce que nous rangerions dans la catégorie religieuse, mais qui n'avait pas, cette catégorie n'avait pas de sens évidemment il y a 2500 ans à Athènes. À côté de ça, il y a bien entendu des dépenses d'ordre militaire, la construction de bateaux, la solde de mercenaires, de marins et de soldats citoyens. Qui doivent pouvoir être nourris, au moins, pendant les opérations militaires. Donc, après la première catégorie religieuse, la deuxième catégorie militaire, il y a aussi des dépenses qui sont nécessaires à la survie des habitants, des citoyens, en particulier en période de pénurie frumentaire, et si ces besoins ne sont pas satisfaits, cela peut conduire, comme je l'expliquais tout à l'heure, à une instabilité sociale et politique. C'est tout à fait logique. Enfin, il y a des dépenses, je dirais, purement politiques, qui sont nécessaires au fonctionnement de la démocratie athénienne. C'est qu'à partir du milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, pour éviter qu'il n'y ait que
soit des désœuvrés, soit des riches qui participent aux réunions de l'Assemblée, de l'Ecclésia. On a, c'est Périclès plus exactement, qui a mis au point un système qui permettait à tous les citoyens d'être présents, de pouvoir donc s'absenter de leur travail, en particulier de leur champ, puisqu'une grande partie de la population athénienne est constituée de paysans, mais pas seulement, ça peut être le cas aussi d'artisans ou de marchands. En instituant une rémunération fixée d'office, lorsque vous assistez aux réunions d'un tribunal, je pense ici à l'élié, et tous les citoyens pouvaient être tirés au sort pour faire partie de l'élié qui jugeait tous les crimes, enfin tous les fautes et les délits, sauf justement les crimes de sang, qui étaient jugés par l'Aréopage. Pour rémunérer également les membres de la Boulée, je vous rappelle qu'il y avait 500 membres dans la Boulée. La Boulée, c'est donc cet ensemble de commissions qui préparent les lois qui vont être discutées et votées à l'Ecclésia, et également pour rémunérer d'autres charges. En ce qui concerne la rémunération, lorsque vous perdiez votre journée de travail et que vous siégez au tribunal de l'élié, était de 3 oboles, et lorsque vous siégiez à la Boulée, par journée perdue entre guillemets, et là c'était pour une période assez longue, vous touchiez 5 oboles. Pour vous donner un ordre de grandeur, les 3 oboles d'indemnité qui étaient perçus par les citoyens lorsqu'ils siégeaient à l'élié correspondaient à la moitié d'un salaire sur un chantier où des travaux publics étaient effectués. Donc vous voyez un petit peu le niveau de la rémunération. Alors, cette indemnité s'appelle mistos au singulier, mistoi au pluriel. Alors, oui, c'est peut-être pas au tableau, alors je vous l'épelle. Donc, mistos au singulier, c'est M-I-S-T-H-O-S, et mistoi, ben voilà, c'est O-I à la fin, c'est le pluriel, hein, les mistoi. Voilà, je vous ai cité un certain nombre d'éléments qui interviennent dans les dépenses publiques. Vous avez retenu donc des dépenses liées à l'organisation du culte public, des dépenses liées à la défense, à la guerre, des dépenses qui sont liées à la survie des habitants lorsqu'il y a pénurie, mais pas seulement, et enfin des dépenses qui permettent un libre exercice égalitaire de tous à la citoyenneté, c'est-à-dire qui vous permettent non seulement de participer à l'Assemblée, mais de participer également aux réunions où l'on délibère, qu'il s'agisse de tribunaux ou qu'il s'agisse de commissions de type parlementaire. C'est le cas de la Boulée, ce qu'on appelle maintenant en Grèce la Voulie. On a beaucoup vu, le Parlement grec s'appelle la Voulie à l'heure actuelle, enfin, il y a la Boulée en fait. C'est ce bâtiment qu'on a beaucoup vu lorsqu'il y a eu les événements en Grèce ces dernières années. Voilà, ça c'est pour les dépenses. Vous avez vu que dans ces dépenses, il y a des dépenses qui peuvent paraître étonnantes pour l'Antiquité, c'est qu'il y a des dépenses de type sécurité sociale. Ce sont les dépenses alimentaires. Il faut le noter. Maintenant, on va voir dans l'organisation du budget de l'État athénien quels étaient ses revenus.
qu'on ne peut pas dépenser si évidemment on n'a pas des sous, si je puis dire, de l'argent dans les caisses. En l'occurrence ici des oboles, des drachmes, des talents. Il y a tout d'abord des impôts, ce que l'on appelle des tribus, avec un T bien entendu, qui reposent, ou qui sont plutôt extorqués, aux ennemis vaincus. Donc du butin, et d'autre part donc des tribus que les peuples vaincus doivent verser à date régulière et qui marquent leur état de sujétion ou leur état de vassalité. Ce sera le cas au Ve siècle, lorsque Athènes organise la Ligue de Délos pour protéger les cités grecques qui adhèrent ou ont dû adhérer à cette ligue dirigée et présidée par Athènes et qui ressemble étonnamment, je dirais, à l'OTAN, où il y a une puissance qui décide pratiquement de tout, ce sont les États-Unis. La Ligue de Délos, c'est Athènes qui décide véritablement. Donc, première catégorie d'impôts, ce sont les tribus que doivent les peuples ou les cités assujettis. Deuxième catégorie, vous avez aussi, à côté de ça, des revenus de l'État athénien qui proviennent des domaines. C'est une branche, c'est une catégorie qui existe toujours à l'heure actuelle au ministère des Finances. L'État athénien possède des biens immobiliers qu'il loue, par exemple, les mines du Laurion, qui sont en fait des mines de plomb argentifère. Vous avez aussi des confiscations qui sont réalisées par l'État athénien à la suite de jugements dans les tribunaux. Vous avez aussi un impôt particulier qui est un impôt auquel sont assujettis les étrangers, ceux que l'on appelle les métèques. Alors, tout à fait logiquement, cet impôt s'appelle le métoïkon, M-E-T-O-I-K-O-N. Vous savez que oikos, ça veut dire la maison en grec, et méta, ça veut dire à côté d'eux, donc c'est l'impôt que doivent payer ceux qui se trouvent à côté de la maison, c'est-à-dire en fait, c'est une formule qui signifie tout simplement les étrangers. Alors, à côté de cela, vous avez des impôts qui pèsent sur la circulation, sur l'échange des biens. Tout bien qui est importé ou exporté de l'Attique, c'est-à-dire de la cité athénienne, eh bien, se voit chargé d'une taxe correspondant au 50e de la valeur du bien. Autrement dit, 2%. Donc il y a 2% pour le commerce, sur les biens qui circulent, importés ou exportés. Il y a enfin un impôt important dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est cet impôt qui repose sur les vassaux dans le cadre de la Ligue de Délos,
que l'on appelle le phoros, P-H-O-R-O-S. Donc, phoros, ça vient d'un mot qui veut dire justement porter, hein, parce que c'est lourd. Le principe d'un impôt, c'est lourd. Mais à partir du moment où Athènes perd son hégémonie dans la mer Égée, à partir du moment où Athènes est battue par Sparte, à la fin de la guerre du Péloponnèse, qui avait secoué donc la Grèce pendant une trentaine d'années, alors qu'est-ce qui se passe? Athènes ne dispose plus de cet impôt-là, le phoros. Et donc, il va falloir trouver un substitut que l'on appelle l'eisphora, E-I-S-P-H-O-R-A, l'eisphora. Alors, ce système est le suivant. Il va être pratiqué au IVe siècle, donc après la grande période d'Athènes. Plusieurs réformes vont être effectuées tous les 20 ou 10 ans. Il va y avoir au moins 3 réformes. Et l'eisphora devra être supporté par les citoyens les plus riches, qui dans un premier temps vont devoir être répartis en 100 groupes, puis il n'y aura plus que 20 groupes, peu importe les noms ici, je ne veux pas vous encombrer de mots savants. Et pour que l'État trouve rapidement des espèces sonnantes et trébuchantes, il a trouvé le système que parmi ces gens riches qui payaient l'eisphora, il y en avait certains qui étaient très riches, qui devaient avancer la somme avant qu'elle ne soit perçue. Cette somme avancée sur l'eisphora avant qu'elle ne soit perçue, c'est ce qu'on appelle la pro-eisphora. La pro-eisphora, donc P-R-O-E-I-S-P-H-O-R-A, la pro-eisphora. Ce système où des citoyens très riches avancent une somme très lourde avant qu'ils ne parviennent à la récupérer auprès de gens qui sont riches mais moins riches qu'eux, nous rapproche, même si ce n'est pas la même chose, d'un système qui va être utilisé par exemple en France jusqu'à la Révolution française par le système de la ferme générale. Les fermiers généraux en France, ce sont des financiers qui avancent à l'État l'argent dont il a besoin, à charge pour ces financiers que l'on appelle les fermiers généraux. Parmi ceux-ci, il y a eu entre autres Lavoisier, le célèbre chimiste, je crois que Condorcet était aussi peut-être. Et donc, ces fermiers généraux percevaient, après avoir avancé l'argent à l'État, les sommes qu'ils avaient avancées en se sucrant au passage, bien entendu, puisqu'ils tenaient à avoir un petit bénéfice, une commission. Sinon, on ne voit pas très bien quels intérêts ils avaient. Quand je dis une petite, c'est même une grosse commission. Mais cela, l'État ne s'en occupait pas. Mais il y avait une sorte de délégation à des personnes privées pour lever l'impôt, puisque cet impôt avait été avancé globalement par ces financiers. Donc ici, on a un système un petit peu comparable. D'une avance, donc, par des gens très riches, par des financiers. Sauf qu'ici, ce n'est pas des financiers, mais enfin, ce sont des gens très riches. Donc, ils n'en font pas métier pour autant.
voilà le système qui fonctionnait. Cet impôt était un impôt direct, entendons-nous bien, mais qui supposait une solidarité des gens qui avaient de l'argent. Il y a, à côté de cela, d'autres moyens, mais qui ne ressortissent peut-être pas tout à fait des finances publiques, quoique ce sont les systèmes que je vais vous développer maintenant. Il y a tout d'abord un système qui est apparenté à ce que l'on appelle la philia. On pourrait traduire ça par l'amitié, si vous voulez, mais l'amitié entre guillemets. Je préférais, même si ma traduction n'est peut-être pas littérale, utiliser la notion de parrainage au sens, je dirais, presque sicilien du terme, pour que ce soit très clair, et qui consistait en quoi? Eh bien, lorsque vous n'aviez pas d'argent, enfin je dis d'argent ici de sous, donc, quand vous n'aviez pas d'argent, et que vous deviez, par exemple, organiser des funérailles pour un membre de votre famille, ou lorsque vous aviez des dépenses dans votre famille, par exemple un mariage ou des choses comme ça, vous aviez la possibilité de demander à un ami, mais que moi j'appellerais plutôt un parrain, de l'argent, et en échange de quoi vous deveniez son client, vous faisiez partie de sa clientèle. C'est un système qu'on va retrouver à Rome, bien entendu, mais qui existe dans d'autres sociétés, bien sûr. Vous étiez redevable à cet ami, un riche, qui y trouvait un grand prestige sur le plan social, quand il avait beaucoup de clients. Et si j'ai utilisé le mot parrain, c'est parce que je pensais à ce fameux film de Francis Ford Coppola, qui date du début des années 80, si mes souvenirs sont bons, qui a bien 35 ans. Et dans ce film, vous voyez donc Marlon Brando, qui est ce parrain d'origine sicilienne qui vit aux États-Unis, et que des clients viennent rencontrer à des occasions diverses parce qu'ils ont des soucis financiers et qui, parrain qui les aide financièrement, mais qui leur dit à un moment donné j'aurai besoin de toi. Je ne sais pas encore à quelle occasion, et donc tu es mon redevable, si vous voulez. Eh bien, c'est un petit peu le même système, sauf qu'ici, ce n'est pas un système mafieux dans le sens criminel du terme, mais qui, dans sa philosophie, se rapproche très fort de ce parrainage sicilien ou corse, si vous voulez. C'est un système de clientèle qui existe dans toute une série de sociétés. Hein, c'est celui que nous connaissons le mieux par des films. Mais il y en a évidemment des systèmes de même type en Asie, en Afrique, bien entendu, entre autres. Hein. Voilà. Alors, à des occasions bien déterminées, il peut y avoir aussi une demande des autorités publiques pour que l'un ou l'autre magistrat en charge fasse un don gratuit à la cité, qui lui permet d'ailleurs d'être honoré, éventuellement par des statues, par des stèles sur lesquelles on va écrire le nom du bienfaiteur. Et ce système-là, c'est un système que l'on va retrouver plus tard à Rome aussi, que l'on appelle le système de l'évergétisme. Le mot est au tableau aussi, l'évergétisme. Évergétisme, ça vient de deux mots grecs. Vous avez Ève qui vient en fait de qui veut dire bien en grec, et vous avez Ève, et puis vous avez vergétisme. Ça vient d'un mot grec qui est ergon, qui veut dire le travail, et donc l'évergétisme, ça veut dire la bienfaisance, c'est celui qui fait bien.
Parce que ergon, c'est le travail, c'est l'action. Donc celui qui fait bien, qui est un bienfaiteur, un évergète. Un évergète. C'est une pratique donc très fréquente à Athènes. À côté de l'évergétisme, vous avez d'autres moyens qui sont utilisés et que j'ai indiqués au tableau. Il y a les liturgies. Alors, une liturgie, c'est quoi? Eh bien, c'est la prise en charge par une personne qui est riche de l'exercice, ou plutôt d'un besoin financier de la cité, par exemple dans le cas de la triérarchie. Alors une trière, c'est donc une galère, un bateau à trois voiles, et ce bateau, pour l'armer, il va falloir, armer dans le sens de armateur, pour l'armer, il va falloir des fonds importants. Il y a donc une personne riche qui prend en charge la construction du navire et qui peut prendre en charge, parfois qui doit prendre en charge également la solde des marins. C'est donc la personne qui fait cela s'appelle un triérarque. Comme ces bateaux peuvent servir en temps de guerre, il est évident que ces triérarques sont des citoyens. Il existe aussi d'autres liturgies où ce sont donc des personnages riches qui prennent en charge donc le financement d'une activité nécessaire à la cité. Il y a encore un autre système à côté de l'évergétisme et à côté des liturgies, c'est le système des chorégies. C'est H-O-R-E accent aigu G-I-E, qui vient du mot cœur, tout simplement, avec un H, cœur. À Athènes, le théâtre a une fonction très importante, qui est une fonction civique, et pas donc une fonction politique, et pas seulement une fonction de divertissement. Chaque année, il y a des concours qui sont organisés avec compétition et un certain nombre de personnages riches également sont désignés pour prendre en charge financièrement l'organisation de pièces de théâtre, ce qui coûte assez cher. Parce que pour organiser une pièce de théâtre, il faut payer le poète, celui qui écrit la pièce, il faut payer également les membres du chœur, enfin quand je dis payer, il faut surtout payer leur repas, leur logement, le cas échéant. Il faut payer toute l'organisation du spectacle. Autrement dit, un chorège, c'est-à-dire quelqu'un qui exerce une chorégie, doit être riche. Il est un peu l'équivalent d'une sorte de producteur de spectacle et même de metteur en scène. Voilà. Donc vous avez bien retenu quels sont, ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc, les moyens qui existent dans la société athénienne pour que l'impôt ne repose pas sur les plus faibles, mais que les grosses dépenses soient prises en charge par les citoyens riches. Je viens d'énoncer ici 3 systèmes: l'évergétisme,
la liturgie et la chorégie. Je vous avais expliqué précédemment que l'impôt au 5e siècle repose en grande partie sur les peuples vassaux qui appartiennent à la Ligue de Délos, entre autres. Vous vous souvenez de ça? C'est ce qu'on appelle le foros, mais qu'à un moment donné, quand Athènes n'a plus sa position hégémonique, il va falloir trouver un substitut, un moyen de trouver des ressources qui ne reposent plus sur ses vassaux, et à partir de ce moment-là, donc, c'est l'eisphora qui va être pris en charge par les citoyens riches, suivant les modalités indiquées tout à l'heure. Hein? Ça va? Avec un système de pro-eisphora, c'est-à-dire de gens très très riches qui avancent à l'État athénien des sommes qui vont être perçues auprès de leurs concitoyens qui ont de la fortune. Ça va? Je vous avais expliqué aussi, je ne reviens pas sur le métoïkon, etc. Voilà. Alors, maintenant, on va voir un problème plus particulier des dépenses, qui est celui de l'approvisionnement de la cité en blé. La cité a dû prendre des mesures à certains moments de telle manière que, en période de pénurie, on ne puisse pas vendre à l'extérieur le blé dont les citoyens avaient besoin, mais pas seulement en période de pénurie d'ailleurs. Le gros souci de la population athénienne, c'est évidemment de trouver de quoi se nourrir pour éviter les famines. Dans ce cadre-là, il y a des conventions qui ont été passées avec les rois du Bosphore, parce que c'est effectivement dans la mer Noire et au nord justement de la Turquie actuelle, voire en Géorgie, que le blé pouvait être cultivé en grande quantité. Donc l'objectif de cette convention était que les Athéniens ne payent plus de taxes pour le passage des navires qui transportaient ce blé. Il y avait donc aussi des amendes pour ceux qui, sur le territoire athénien, transgressaient à la loi qui interdisait l'exportation de blé. Conclusion de tout ce que je vous ai dit. Vous remarquez qu'un État aussi ancien qu'Athènes, et que nous connaissons beaucoup mieux que les autres grâce à une riche documentation pour les 5e et 4e siècles, et bien que cet État a un certain nombre de points communs avec le nôtre, avec l'État moderne. Je vous ai dit que ça n'allait pas de soi, parce que l'État, en tant qu'organisation politique, n'est qu'une possibilité d'organisation des habitants d'un pays donné. On peut imaginer également donc d'autres types d'organisations. Dans le cas d'Athènes, donc en l'espèce, nous sommes dans une démocratie. Cette démocratie, je vous en ai déjà parlé longuement, est donc un système politique qui ne signifie pas que tous les habitants d'un territoire donné, à savoir l'Attique, sont égaux. Seuls sont égaux ceux qui ont le statut de citoyen, ce qui exclut beaucoup de monde. Ça exclut les enfants, ça exclut les femmes, ça exclut les étrangers libres,
mais ça exclut aussi les très nombreux esclaves. Je vous ai déjà expliqué également que la démocratie athénienne s'est construite sur la base d'un mode de production esclavagiste. Autrement dit, ce mode de production a été une condition nécessaire, sinon suffisante, de la naissance de la démocratie athénienne, puisque les citoyens disposant d'esclaves, et beaucoup d'Athéniens possédaient des esclaves, ne fût-ce que un ou deux, parce que les esclaves ne coûtaient vraiment rien à l'achat, ces esclaves ont permis justement à ces citoyens de pouvoir se déplacer vers les assemblées et de pouvoir réellement exercer un pouvoir démocratique. Je vous ai expliqué de plus qu'à partir du milieu du 5e siècle, le système du mistos ou des mistoi permet d'indemniser les citoyens qui participent aux réunions démocratiques, aux réunions délibératives, qu'elles soient judiciaires ou politiques. Ce qu'il faut bien noter également dans votre conclusion, et j'ai même commencé mon exposé avec cela dans mon introduction, c'est que pour qu'une société puisse tenir, il faut qu'elle se donne des moyens de ne pas exacerber les classes populaires, d'autant plus qu'ici, ces classes populaires ont le statut de citoyens et participent donc au pouvoir. Nous ne sommes pas dans une démocratie représentative, mais bien dans une démocratie directe. L'approvisionnement est donc un objectif majeur. Pour payer cet approvisionnement, il faut donc avoir des ressources, je n'y reviens pas, qui sont entre autres les impôts. Il faut également, pour que le système social tienne, qu'il y ait une idéologie forte qui permette d'adoucir, de lisser, si je puis dire, les tensions qui peuvent exister entre les riches et les pauvres. C'est la fonction, entre autres, de la religion civique, et c'est la raison pour laquelle on construit donc des bâtiments religieux imposants. Ces bâtiments ont également pour fonction d'en imposer aux vassaux, et c'est ce que Périclès va faire lorsqu'il va décider la construction des temples qui se trouvent sur l'Acropole, en particulier le Parthénon. Je vous rappelle que, ou plutôt non, je vous l'apprends, que le Parthénon est le lieu où se trouve conservé le trésor public de l'État. Le Parthénon, c'est le temple de la Vierge. Ça, je crois vous l'avoir déjà dit, puisque Parthénon veut dire le temple de la Parthénos, et Parthénos signifie la Vierge. Cette Vierge, c'est Athéna. Donc, l'Acropole, c'est un petit peu, on pourrait l'appeler presque Notre-Dame, comme à Paris. C'est le temple de la Vierge. Alors, ce trésor d'Athènes s'appelle le Démosion, to Démosion. C'est écrit au tableau également, donc to pour l'article, Démosion, D-E-M-O-S-I-O-N. Démosion. Il faut savoir que, et là c'est à titre analogique que je le signale, que la statue d'Athéna, c'est une statue que l'on appelle chryséléphantine. Chryséléphantine, ça veut dire qu'elle est recouverte d'or et d'ivoire. Chrys, donc ça vient de chrysos, l'or,
Puis éléphantine, vous savez ce que c'est qu'un éléphant, donc c'est l'ivoire. Hein? Donc chryséléphantine. Donc cette statue en tant que telle est elle-même un trésor. Elle vaut extrêmement cher. Et donc elle est un petit peu la garante symbolique de la richesse de l'État athénien, un petit peu comme enfin c'est une analogie ici, de la même manière que des assureurs qui ont des liquidités importantes peuvent décider, et vous en avez des exemples multiples, d'investir dans l'immobilier. Si vous allez à Bruxelles, par exemple, il y a un certain nombre de bâtiments comme ça, et vous voyez qu'il est indiqué que c'est propriété de telle ou telle assurance. Donc c'est la garantie que l'assurance est solvable. Eh bien, la statue chryséléphantine d'Athéna a un peu la même fonction, sauf que cette fonction est symbolique, bien entendu. Hein. Il n'a jamais été question de démanteler la statue pour rembourser des créanciers, mais en tant que tel, c'est un trésor. Voilà, je regarde si j'ai encore des choses à vous dire. Oui, je vois que j'ai quand même indiqué, il y a encore deux petites choses que je voudrais vous dire quand même. Hein. Vous voyez qu'au tableau, il y a deux termes qui apparaissent. Un au-dessus, le théoricon et le stratioticon. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est que, à partir du moment où Athènes, au milieu du IVe siècle ici, plus exactement après la paix de 356, eh bien, Athènes va se retrouver à un moment donné en excédent sur le plan budgétaire, puisqu'elle n'a plus de dépenses militaires. Elle a perdu, mais c'est la paix. Donc elle n'a plus de dépenses militaires, elle n'a plus d'étrières à armer. Alors dans un premier temps, cet argent, ou plutôt ces revenus dont elle disposait, ont été déposés dans l'institution que je viens de vous citer, donc le théoricon qui était en fait la caisse des spectacles. Parce que pour permettre aux citoyens pauvres de pouvoir assister au spectacle, il y avait une caisse qui était prévue pour cela. Donc on était un petit peu là aussi dans un système de sécurité sociale, sauf qu'ici c'est une sécurité, oui, sociale, dans le domaine culturel. Alors, ce serait bien si ça existait dans notre société aussi. Hein, parce que quand vous voyez, même s'il y a des prix dégressifs en fonction des catégories sociales, si vous êtes âgé, si vous êtes un jeune, etc., bon, il y a effectivement des réductions qui sont faites, mais enfin, il faut savoir quand même que pour beaucoup de spectacles, c'est horriblement cher. Hein. Si vous êtes abonné à l'opéra, enfin ce qui est mon cas, je peux vous dire que ça coûte la peau des fesses. On a quand même pour près de 1 000 € par an, hein, pour un simple abonnement à l'opéra. Donc c'est pas juste quand même. Hein. C'est vrai que comme étudiant, vous pouvez aller, il y a des prix particuliers, vous pouvez aller dans le poulailler, là au paradis, mais je veux dire, c'est pas démocratique au sens où ce mot est utilisé à tort d'ailleurs habituellement. Donc ça veut dire que ça ne permet pas à tout le monde de pouvoir assister à des spectacles. Donc voilà. Donc, mais à Athènes, il y a une caisse qui permet donc aux pauvres d'assister au spectacle. Mais je vous ai dit, ce sont des spectacles qui ne sont pas seulement destinés au divertissement, mais qui sont d'abord destinés à rassembler le peuple autour d'un idéal commun. Hein? Il y a le deuxième mot qui se trouve au tableau, en fait, hein, que vous voyez, qui est le stratioticon. Alors là, c'est qu'à un moment donné, donc au milieu donc, du IVe siècle, il a été décidé qu'il n'y avait pas de raison que l'excédent budgétaire soit versé dans la caisse des spectacles, ce qui était un peu trop fort, et donc
qu'il fallait constituer des réserves dans l'hypothèse d'une guerre potentielle, d'autant plus que le danger face à Athènes, et face d'ailleurs à la plupart, à toutes les cités grecques, devient de plus en plus imminent face à Philippe de Macédoine, donc le père d'Alexandre le Grand, qui va conquérir finalement la plupart de ces cités et qui va être à l'origine du projet, plus que vraisemblablement, même si ça ne va pas être réalisé sous son règne, de conquérir l'Empire perse. C'est son fils qui va effectivement aller au bout de ce projet. Mais en tout cas, sa position, ses attitudes belliqueuses vont être très clairement se manifester à ce moment-là. Donc, on va constituer une caisse spéciale, qui est celle qui est indiquée au tableau, pour justement pouvoir répondre aux besoins militaires, parce qu'il va falloir se défendre. Il y a un personnage qui est à l'origine de cette disposition, c'est le fameux orateur athénien qui est Démosthène. Démosthène, c'est donc un petit peu l'équivalent de Cicéron, si vous voulez, à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ. Démosthène, en fait, c'est cet orateur, cet homme politique athénien qui a écrit des philippiques, c'est-à-dire des discours pour prévenir les Athéniens sur le danger que constituait la Macédoine et sur les mesures qu'il fallait absolument prendre en s'alliant avec d'autres cités, sinon Athènes allait disparaître. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Alors, il me reste à vous montrer maintenant quelques ouvrages, comme d'habitude. Alors, je commence par des ouvrages d'économie. Alors, d'Alain Bresson, L'économie de la Grèce des cités, tome 2, Les espaces de l'échange, dans la collection U. De Léopold Mijotte, aux éditions Ellipse, L'économie des cités grecques. De Moses Finlay, L'économie antique, aux éditions de Minuit. De Claude Mossé, Politique et société en Grèce ancienne, le modèle athénien, dans la collection Champ-Flammarion. Alors là, il y a un chapitre en particulier qu'il faut consulter pour ce sujet-ci. C'est de la page 200, enfin, il y a une vingtaine de pages. C'est dans le chapitre 4, le troisième point, le financement de la guerre, Eisphora, Simorie et Triérarchie. Ça va ? Les Simories, en fait, ce sont les groupes de riches. Là, il y avait 100 groupes de riches, les Simories, qui devaient participer justement au paiement de l'Eisphora. Alors, de Jean-Charles Moretti, Théâtre et société dans la Grèce antique, dans la collection Références en livre de poche. Alors, de Peter Garnsey, Famine et approvisionnement dans le monde gréco-romain, édition Les Belles Lettres. Alors, je vous ai parlé de la filia, tout d'abord, qui est cette forme de parrainage, si vous voulez, qui conduit à un clientélisme. En fait, c'est un système que l'on retrouve, je vous ai dit, dans de nombreuses sociétés dans le monde, dans des sociétés qui n'ont pas adopté encore le système capitaliste, même si parfois ça peut fonctionner parallèlement. C'est le système du don et du contre-don. Ce système social du don et du contre-don a été étudié par le grand anthropologue français, dont je vais vous montrer une photo ici, Marcel Mauss, et dans la revue L'Arc, en numéro 48, il y a un article de quelques pages du grand anthropologue Evans Pritchard qui explique justement qui résume la pensée de Marcel Mauss sur cette notion de don contre don que l'on peut traduire en grec par la notion de philia, justement, par le terme de philia. Marcel Mauss qui a écrit un grand ouvrage qui s'appelle « L'essai sur le don »,
que vous pouvez trouver dans la collection aux éditions de Minuit. Alors, je vous ai parlé de Démosthène. Démosthène, donc cet orateur athénien qui vit au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ, il est l'auteur de nombreux discours, et donc si vous voulez trouver le détail des mesures qu'il a proposées contre Philippe de Macédoine et sur la nécessité de constituer une caisse spéciale justement destinée donc à conserver les fonds pour la défense d'Athènes, vous devez donc consulter les discours politiques de Démosthène dans la collection Garnier par exemple, qui est une édition facile d'accès. Sinon vous avez toujours évidemment la collection Les Belles Lettres, la collection de Guillaume Budet. Alors, je ne vous ai pas parlé d'Aristophane, c'est le dernier ouvrage que je vous montre. Aristophane, qui est le grand auteur de comédie dans la deuxième moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est un auteur donc comique qui critique et qui dénigre même les défauts du système démocratique athénien et qui, dans une de ses pièces, en particulier les guêpes, et je vous montre ici donc le tome 1 du théâtre complet d'Aristophane, qui comprend donc 5 pièces, dont les guêpes. Voilà, donc en Garnier-Flammarion, où Aristophane critique, pour s'engosser, s'engosse, tous ces Athéniens qui courent le matin pour être tirés au sort, pour siéger dans les tribunaux, parce que pour eux c'est une occasion de gagner leur mistos, c'est-à-dire leurs 3 oboles s'ils veulent siéger à l'Héliée, et ce qui leur permet évidemment ce jour-là de ne pas travailler, sauf qu'ils sont quand même juges. Et alors pour ceux qui n'ont pas d'emploi, c'est évidemment un expédient qui est évidemment utilisé. Et lui justement il décrit cela, il démontre ce système-là en disant vous voyez à quoi mène la démocratie, ça mène finalement à ce que des tas de gens qui ne fichent pas grand-chose peuvent avoir une rémunération pour siéger dans les tribunaux. Donc il montre les travers de la démocratie. J'ai dit.